Le 15 juin 1989, une femme se rend dans une supérette de Port St. Joe, en Floride. Sur le parking près des portes du magasin, elle remarque une camionnette blanche de marque Toyota sans fenêtre en train de quitter sa place de stationnement et elle attend pour la récupérer. Au volant du véhicule, elle dira avoir vu un homme d'une trentaine d'années portant une grosse moustache. Jusque-là, rien d'inhabituel, sauf qu'une fois garée, en sortant de sa voiture, elle trouve sur le sol une photo qui va lui glacer le sang. On y voit une jeune femme brune et un petit garçon, tous les deux ligotés et bâillonnés, installés sur des oreillers et des couvertures dépareillées, dans ce qui semble être un coffre ou une cabine de fourgonnette. Impossible de savoir si cette photo est une mise en scène, en tout cas, elle est suffisamment inquiétante pour que cette femme contacte la police, qui va prendre cette histoire très au sérieux. Rapidement, des barrages de contrôle sont mis en place un peu partout à Port St. Joe, mais la camionnette et son conducteur sont probablement déjà loin et ne seront pas retrouvés. D'après les experts, la photo Polaroid est très récente puisque le modèle du film utilisé a été commercialisé il y a moins de 6 mois. Les semaines suivantes, la photo va être rendue publique, faire la une des médias et permettre aux enquêteurs de faire un lien avec la disparition très inquiétante d'une jeune femme. Le 20 septembre 1988, à près de 2000 km de Port St. Joe, Tara Calico se volatilisait à Belen dans l'État du Nouveau-Mexique, laissant derrière elle des indices et témoignages laissant craindre un enlèvement. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir son histoire ainsi que tous les fantasmes et toutes les rumeurs qui se sont formées autour de cette mystérieuse photo et des autres clichés qui vont bientôt faire surface dans cette affaire. Vous êtes sur Crime et compagnie. C'est parti. Nous sommes dans la ville de Belen, dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Tara Calico est une jeune étudiante de 19 ans, sportive et athlétique. Elle mesure 1,74 m pour 54 kg. Ses parents ont divorcé quand elle était petite et elle est partie vivre avec sa mère, Patty, qui s'est remariée par la suite avec un autre homme nommé John Dowell. De cette union naîtra une petite fille, Michelle, la demi-sœur de Tara. Cette séparation n'avait pas vraiment perturbé Tara, qui entretenait de bons rapports avec son beau-père et qui portait beaucoup d'affection à Michelle. Elle menait une adolescence épanouie, élève studieuse à la faculté de psychologie de l'Université du Nouveau-Mexique. Elle y avait rencontré son petit ami Jack Cole, avec qui elle partageait sa passion pour le sport et les balades à vélo dans la nature désertique, typique de cet état du sud-américain à la frontière avec le Mexique. Elle avait lié de solides amitiés depuis le lycée et était très appréciée autant pour sa gentillesse que pour son sens aigu de l'organisation, comme en témoigneront ses camarades, professeurs et employeurs, car Tara a également travaillé à temps partiel dans une agence bancaire de Belen. Le mardi 20 septembre 1988, Tara se lève vers 9 h avec une idée en tête, démarrer la journée avec une longue balade à vélo. C'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire, mais ce matin-là, elle découvre qu'un des 2 pneus de sa bicyclette est à plat, alors elle demande à sa mère si elle peut lui emprunter la sienne. Pas de problème. Avant de partir, elle lui demande également de venir la chercher si elle n'est pas rentrée pour midi. Elle ne souhaite pas être en retard pour la partie de tennis qu'elle a prévue avec son petit copain et qui a lieu à 12h30. Elle enfourche le vélo de montagne de couleur rose fluo et part vers 9h30 du côté de la Nationale 47 sur un chemin en bordure de voie avec les écouteurs de son Walkman dans les oreilles. Tara connaît très bien ce chemin puisqu'elle l'emprunte quotidiennement depuis des années, la plupart du temps en compagnie de sa mère. Mais Patty était devenue de plus en plus réticente concernant ses balades à vélo
depuis qu'elle s'était sentie suivie et épiée par des automobilistes. Elle n'avait en revanche pas demandé à Tara d'arrêter ses sorties, mais lui avait fortement conseillé de s'armer d'une bombe lacrymogène au cas où elle serait un jour importunée. Mais celle-ci n'avait pas donné d'importance à ce conseil. Tara n'est toujours pas rentrée à l'heure convenue, alors Patty part la chercher en voiture à midi le long de la Nationale 47. Mais Tara est introuvable. Sa mère poursuit tout de même ses recherches en faisant 2 allers-retours sans jamais l'apercevoir en bord de route. Elle fait même un crochet par l'hôpital pour vérifier si la jeune femme n'a pas été admise à la suite d'un éventuel accident, mais le personnel lui affirme qu'aucune personne correspondant à sa description n'a été prise en charge ces 3 dernières heures. Sentant l'inquiétude l'envahir, Patty rentre chez elle et passe des coups de fil pour réunir quelques amis de sa fille afin de l'épauler dans ses recherches. Au bout de plusieurs heures, toujours aucune nouvelle de Tara, alors elle se résout à contacter la police du comté de Valencia pour signaler cette disparition qu'elle juge inquiétante. Ce n'est que le lendemain que les enquêteurs vont découvrir des traces de roues de bicyclette dans une zone boueuse à une centaine de mètres de la route. Ils y identifient également des traces de pas, plusieurs canettes de bière jonchent le sol. Découverte plus alarmante un peu plus loin, les débris d'une cassette audio du groupe Boston et la vitre avant d'un Walkman de marque Sony que Patty va tout de suite identifier comme appartenant à sa fille. De retour au poste de police, la mère de famille est interrogée dans un premier temps sur une éventuelle disparition volontaire de sa fille. Patty va alors expliquer qu'une fugue n'est pas possible. Tara était très heureuse dans la vie et n'avait aucune raison de vouloir se volatiliser. Elle avait d'ailleurs beaucoup de choses de prévues ce jour-là, une partie de tennis avec son petit ami à 12h30, puis elle devait suivre un cours à la fac à 15h30. Or, Tara est partie en balade uniquement avec son vélo et son baladeur. Patty va en revanche confier aux enquêteurs qu'elle craint que sa fille n'ait été enlevée et qu'elle ait volontairement laissé les indices retrouvés sur place comme preuve de son kidnapping. Entre le 21 et le 23 septembre, les policiers vont passer les bordures de la Nationale 47 au peigne fin. Ils vont d'ailleurs arrêter et auditionner un petit groupe surpris en train de boire des bières à l'arrière d'une camionnette. Mais chacun d'eux a un alibi solide concernant la matinée du 20 septembre, alors ils sont relâchés. Le samedi 24, nouvelle découverte étrange, les policiers mettent la main sur les restes du baladeur de Tara, près d'un terrain de camping au pied des montagnes arides de Manzano. Un lieu pourtant éloigné de 32 km de là où ont été trouvés les premiers débris de l'appareil. Durant tout le week-end, le bureau du shérif va entreprendre plus de 300 reconnaissances aériennes et terrestres de cette zone jusqu'au Rio Grande, mais ces recherches infructueuses cessent le 27 septembre, les policiers préférant concentrer leurs efforts sur la collecte de témoignages avant que les mémoires ne s'altèrent au fil des jours. Pendant des semaines, famille, camarades de classe et amis de Tara, ainsi que des centaines de bénévoles, prirent la relève en quadrillant la zone à pied, à cheval, en véhicule et en avion privé, sans jamais trouver la moindre trace de Tara ou d'un quelconque indice. Côté témoignage, en revanche, les choses semblent être bien plus intéressantes. Au cours des semaines qui suivent, les autorités retrouvent 7 témoins prétendant avoir vu Tara le matin de sa disparition. 5 d'entre eux signalent le comportement suspect d'un véhicule de couleur claire, sans doute un ancien modèle Ford. 4 de ces témoins furent même hypnotisés dans le but de tirer des détails enfouis dans leur inconscient, sans que cela ne donne plus d'informations. Toutefois, les différentes déclarations permettent de reconstituer le parcours de Tara avant qu'elle ne s'évapore. Entre 9h30 et 11h15, Tara avait parcouru environ 30 km au sud de son domicile et se trouvait non loin de la voie ferrée qui borde la Nationale 47.
Les policiers supposent que le trajet aller s'est déroulé paisiblement, puis vers 11h15, Tara fait demi-tour afin de rentrer chez elle avant midi. À l'appui, le témoignage de 2 employés d'un ranch qui, vers 11h30, disent avoir vu la bicyclette rose roulant vers le nord le long de la nationale. Un quart d'heure plus tard, 3 hommes de retour d'une partie de chasse ont aperçu Tara à vélo sur la voie inverse, remarquant à son passage qu'une camionnette blanche la suivait de très près. Selon leur déclaration, Tara ne semblait pas l'avoir remarqué, sans doute en raison des écouteurs de son Walkman qu'elle avait vissés sur les oreilles. De plus, la présence de Tara et de ce véhicule au comportement suspect fut corroborée par le témoignage d'un autre automobiliste qui a assisté à la même scène étrange, cette fois à environ 8 km du domicile de l'étudiante. Le témoin affirme que plusieurs occupants, au moins 2 personnes, étaient à l'intérieur de ce qu'il a décrit comme étant un camion blanc. Un mois plus tard, le 25 octobre, sur la base de ce dernier témoignage, le bureau du shérif informe la population que leurs principaux suspects sont 2 hommes non identifiés. Le conducteur serait âgé de 35 à 45 ans, de type caucasien, avec des cheveux roux, mesurant au moins 1m80 et pesant 90 kg. Le véhicule recherché serait un pick-up Ford blanc des années 1950 à 1960, un modèle américain typique avec un arrière de camping-car, des enjoliveurs chromés et les lettres Ford écrites en lettres rouges brillantes. Suite à ces déclarations, la police va être submergée par des centaines d'appels de témoins prétendant avoir vu le chauffeur ou le véhicule. Elle va entendre certains d'entre eux, mais aucun des témoignages n'aboutit à une piste sérieuse. La suite, on la connaît. Environ 10 mois plus tard, une femme découvre cette photo sur le sol du parking d'une supérette en Floride, après le départ d'une camionnette sans vitres de couleur blanche. Elle est rendue publique en juillet 1989, fait la une des médias et passe dans une émission télévisée dédiée aux affaires criminelles. Suite à cette diffusion, Patty est contactée par des amis qui pensent avoir reconnu Tara sur le Polaroid. D'autres téléspectateurs, des proches de Michael Henley, un enfant de 9 ans disparu lui aussi au Nouveau-Mexique 5 mois avant Tara, se manifestent auprès des policiers de Floride, supposant qu'il pourrait être le petit garçon sur la photo. Les parents de Tara et de Michael prennent le premier avion direction la Floride pour rencontrer les enquêteurs locaux et enfin pouvoir voir de leurs yeux le fameux cliché. Tout de suite, Patty affirme être convaincue qu'il s'agit bien de sa fille. Elle remarque notamment la présence d'une cicatrice sur la jambe identique à celle qui avait marqué Tara à la suite d'un accident de voiture. Autre détail encore plus troublant, un exemplaire du livre My Sweet Audrina de Virginia C. Andrews, l'un des livres de chevet préférés de Tara, est posé en évidence près de la jeune femme bâillonnée. Dans ce best-seller paru en 1982, il est question d'une jeune fille hantée par le meurtre de sa sœur dans les bois. La photo est envoyée pour analyse au Royaume-Uni et Scotland Yard conclut que la jeune femme qui apparaît sur l'image est bien Tara Calico, mais une seconde analyse du laboratoire national de Los Alamos vint contredire les Britanniques. Celle entreprise par le FBI ne fut pas concluante. Malgré une certaine ressemblance, il fut annoncé que la forme des sourcils et la naissance du nez par rapport aux yeux sur la photo étaient différentes de celles de Tara, sans toutefois exclure que le stress lié à de longs mois de captivité ait pu modifier les traits de son visage. Concernant le petit garçon, la mère de Michael Henley déclare être presque certaine que l'enfant apparaissant sur le Polaroid est bien son fils. Le 21 avril 1988, Michael, 9 ans, part en camping avec son père et un ami de la famille dans les montagnes Zuni, au Nouveau-Mexique. Ils étaient installés depuis moins de 20 minutes lorsque le garçon a disparu. Les 2 hommes l'ont longuement cherché autour du camp, mais aucune trace.
C'est comme si Michael s'était tout simplement évaporé. Il a été supposé qu'il s'était égaré dans la nature. Sa famille ainsi que la police et la garde nationale ont mené une recherche pendant 1 mois, mais ils n'ont trouvé aucune trace de lui. Comble du malheur, une tempête de neige a frappé la région quelques jours plus tard, rendant les recherches encore plus difficiles. Le doute qui persistait sur le lien entre Michael Henley et l'identité du petit garçon sur le Polaroid vont finalement être levés en juin 1990. Les restes de Michael ont été retrouvés à quelques kilomètres du camp où il a été vu pour la dernière fois. Ils ont été identifiés grâce à ses dossiers dentaires. La cause du décès a été attribuée à l'hypothermie et l'hypothèse d'un acte criminel écartée. Un autre enfant déclaré disparu 7 mois après Tara, beaucoup plus loin cette fois-ci, en Alaska, va également être évoqué dans cette affaire. Il s'est volatilisé seulement 2 mois avant la découverte de la fameuse photo Polaroid. Il s'agit de David Borer, 7 ans. Le 26 avril 1989, l'enfant marche le long de la Parks Highway à environ 20 km de chez lui. Il se rendait selon les versions soit chez un ami, soit à un banc de sable près de la rivière Cashwitna, gelée à cette période de l'année. Il ne donnera plus jamais signe de vie. La police a envisagé la possibilité qu'il soit tombé dans la rivière, cependant aucun trou dans la glace n'a été trouvé. De plus, les plongeurs ont fouillé l'eau et n'ont trouvé aucune trace de David. Les autorités ont également envisagé le fait qu'il ait été enlevé alors qu'il marchait le long de l'autoroute. Il avait apparemment fait de l'autostop périodiquement dans le secteur avant sa disparition et certains pensent qu'il a peut-être été victime d'un acte criminel. L'autostop dans cette région escarpée du monde est très pratiqué par les gens n'ayant pas de permis de conduire et a déjà donné lieu à de nombreuses affaires criminelles. C'est en effet un endroit idéal et loin de tout, très prisé par les prédateurs. Le fait que l'enfant sur la photo Polaroid soit David n'a jamais pu être prouvé et on ignore donc toujours l'identité du petit garçon et si Tara Calico est vraiment la jeune femme entravée sur le mystérieux cliché. En 1998, Tara Calico a été officiellement déclarée morte par homicide, bien qu'aucun corps ni aucun suspect n'ait jamais été retrouvé. En 2008, René Rivera, le shérif du comté de Valencia, rapporte avoir reçu des informations au fil des ans, selon lesquelles 2 adolescents auraient provoqué un accident en heurtant Tara avec leur véhicule. Toujours selon le shérif, les 2 jeunes connaissaient bien les habitudes de la jeune femme et seraient arrivés derrière elle en camion et l'auraient dangereusement serrée, sans doute dans le but de l'intimider. Mais ces derniers seraient finalement entrés en collision avec son vélo, la faisant lourdement chuter au sol. Ils auraient ensuite décidé de l'emmener dans un endroit isolé avant de l'abuser, de l'assassiner et de cacher son corps ainsi que sa bicyclette. Rivera affirma connaître les noms des personnes prétendument impliquées, mais que, sans corps, il ne pouvait les inquiéter. Il ne communiqua pas à propos des éléments l'ayant conduit à cette conclusion, se limitant à expliquer qu'il avait fait cette annonce dans l'espoir que cela persuaderait les auteurs ou toute personne disposant d'informations sur le lieu où le corps de Tara est caché à se manifester. Ces déclarations vont lui valoir la colère de la famille de Tara, qui affirmera que le shérif aurait dû s'abstenir de tout commentaire s'il n'était pas disposé à aboutir à des inculpations faute de preuves solides. En réalité, les déclarations du shérif ne sortent pas de nulle part et vont plus tard être rendues publiques dans le dossier concernant la disparition de Tara Calico. Il s'agit d'un procès-verbal déposé par un homme âgé nommé Henry Brown. L'interview que certains qualifient d'aveu a été dirigée par le shérif adjoint à la demande de cet homme, alors gravement malade et décédé depuis. Malheureusement, aucune date fiable n'est liée à cet entretien, bien qu'on suppose qu'il ait eu lieu de nombreuses années après la disparition de l'étudiante.
Le vieil homme raconte une soirée passée avec une bande d'adolescents peu fréquentables du comté de Valencia, menée par un certain Lawrence Romeo Jr., le fils de l'ancien shérif du comté qu'il présente comme un trafiquant de drogue ayant eu des vues sur Tara. Un soir de fête chez Romero, auquel il a été invité peu de temps après la disparition de la jeune femme, le témoin dit être descendu dans le sous-sol de son hôte. Il raconte y avoir vu ce qu'il pense être le corps d'une femme enveloppée dans une bâche bleue. Deux hommes, dont l'un aux cheveux roux et à l'identité inconnue, ont commencé par reconnaître que le corps était celui de Tara avant de lui raconter comment il s'y était pris pour l'enlever. Sachant où trouver Tara ce matin du 20 septembre 1988, les deux hommes seraient montés dans un camion en compagnie de Romero et d'un autre homme. Tous les quatre auraient attendu le moment propice pour se placer derrière Tara et la renverser avant de la placer à l'arrière de leur véhicule et de l'emmener jusqu'à un endroit reculé. Après avoir profité d'elle, Romero l'aurait poignardée pendant que ses trois comparses la retenaient lorsque celle-ci a menacé de tout dire à la police. Romero aurait ajouté qu'ils avaient à l'origine dissimulé son corps sous un buisson, mais lorsque les recherches ont pris de l'ampleur, ils sont retournés le récupérer afin de le cacher dans son sous-sol. Henry Brown a déclaré qu'à la fin de leur récit, ces hommes l'avaient menacé de le tuer s'il révélait quoi que ce soit, d'autant que le père de Romero, encore shérif à l'époque, était prêt à tout pour couvrir son fils, dont il connaissait le forfait, puisque de leur propre aveu, ce dernier les avait aidés à dissimuler le crime. Mais qu'elles fussent vraies ou non, les confidences d'Henry Brown sont arrivées trop tardivement pour être confrontées aux déclarations des personnes incriminées. Le 19 mai 1991, Lawrence Romeo Jr. a été retrouvé mort dans le mobil-home qu'il partageait avec sa mère près de Belen. Tous les autres individus identifiés et cités par Henry Brown lors de sa déposition sont également décédés depuis. En 2009, 20 ans après que la première photo Polaroid de la jeune femme et du petit garçon ait été retrouvée et diffusée dans les médias, le chef de la police de Port-Saint-Joe reçoit deux lettres datées respectivement du 10 juin et du 10 août de la même année, toutes les deux postées depuis la ville d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Le premier courrier contient une photo imprimée sur du papier à la photocopieuse présentant un jeune garçon aux cheveux châtain clair. Du feutre noir a été passé au niveau de sa bouche, lui donnant ainsi l'impression d'être recouverte de ruban adhésif, le même que celui utilisé sur la photo de 1989. Le deuxième courrier contient la même photo mais sans aucune modification. Il n'a jamais été communiqué dans la presse d'informations confirmant ou non qu'il s'agit du même petit garçon que celui sur les clichés envoyés à la police. On sait seulement qu'aucune de ces lettres ne contient d'adresse retour ou de note indiquant l'identité de l'enfant ou laissant penser qu'il y ait un lien avec la disparition de Tara Calico. Tous ces clichés furent bien sûr tout de suite remis au FBI afin d'être étudiés. Deux autres photographies Polaroid firent surface au fil des ans. Il s'agit de clichés qui ont été découverts à l'époque de la disparition de Tara, mais qui ont été divulgués dans la presse bien plus tard. La première est retrouvée près d'un chantier de construction à Montecito, dans l'État de Californie. Il s'agit d'une photo de mauvaise qualité où l'on devine le visage flou d'une jeune femme brune avec du ruban adhésif recouvrant sa bouche et couchée sur une couverture rayée de blanc et de bleu semblable à celle de l'oreiller du tout premier cliché. La seconde photo montre une femme portant des lunettes, attachée et bâillonnée avec des bandelettes blanches, la tête renversée en arrière. Un homme à visage découvert est assis à côté d'elle dans un train très probablement abandonné. L'authenticité de ces clichés et l'identité des personnes qui y apparaissent n'ont jamais pu être établies.
De nombreuses autres images, toutes aussi sordides que morbides, ont également été montrées à Patty et à sa fille Michelle afin d'identifier Tara. Mais ces deux photographies, ainsi que celle de 1989, sont à ce jour les seules à ne pas avoir été exclues par la famille. Patty, son amie et la demi-sœur de Tara ont été très affectées par ces photos, sans doute parce qu'elles représentaient un espoir, même infime, que Tara soit toujours en vie et retenue captive quelque part. Ils ont entretenu son souvenir pendant de nombreuses années en gardant sa chambre intacte, la garnissant de cadeaux à chaque fête de Noël et d'anniversaire passée sans elle. Dans le but de retrouver davantage de sérénité et peut-être aussi d'essayer d'avancer, le couple a finalement décidé de quitter le Nouveau-Mexique pour s'installer en Floride. Patty est décédée en 2006 sans jamais avoir su ce qui était arrivé à sa fille. Cependant, avec les progrès de la technologie, les autres membres de sa famille ainsi que ses proches et amis espèrent toujours qu'ils découvriront un jour la vérité. Tout dernier rebondissement dans cette affaire, le bureau du shérif du comté de Valencia annonce le 13 juin 2023 une découverte déterminante pour l'enquête. Lors de cette conférence de presse, les enquêteurs ont affirmé savoir ce qui est arrivé à Tara et qui l'a assassinée. L'affaire a été envoyée pour examen au procureur du district qui doit déterminer s'il dispose de suffisamment de preuves pour obtenir une mise en accusation. Les noms des suspects sont sous scellé et ne seront rendus publics qu'avec la mise en accusation par un grand jury. Mais depuis ce mois de juin 2023, aucune nouvelle. En plus de 35 ans, personne n'aura été capable d'identifier avec certitude la jeune femme et l'enfant présents sur le Polaroid retrouvés sur le parking, ni en mesure d'affirmer ou d'infirmer qu'il s'agit d'une mise en scène, d'un canular ou de la photo de véritables victimes. En ce qui concerne Tara Calico, son corps n'a jamais été retrouvé et son enlèvement, ainsi que ce qui lui est arrivé cette matinée du 20 septembre 1988, semble vouloir rester une énigme à jamais non élucidée. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si elle t'a intéressé et que tu veux donner de la force à cette chaîne, pense à la liker, la partager et la commenter. Et surtout pense à t'abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour une nouvelle histoire vraie.